RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Soyez les bienvenus dans ce RCJ Midi spécial, dernier volet donc de notre semaine consacrée à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Dans cette édition, on s'intéressera à l'après en compagnie de l'historien spécialiste de l'histoire juive polonaise Jean-Charles Jurek. Que s'est-il passé pour les rares rescapés qui ont survécu au ghetto? Nous évoquerons donc ces années sombres et notamment l'expulsion des Juifs de 1968 avec un témoignage, celui d'Alexandre Kaplan, né en Lituanie et expulsé de Pologne cette année-là, 1968. Également dans ce RCJ Midi spécial, un reportage sur la cérémonie d'hommage aux combattants du ghetto de Varsovie. Elle s'est tenue hier au mémorial de la Shoah à Paris. Et puis un autre reportage au musée Pauline de Varsovie où une exposition sur la vie dans les bunkers vient de démarrer. Elle donne le point de vue des centaines de civils cachés dans les entrailles du ghetto. Et puis vous le savez, le verdict du procès de l'attentat de la rue Copernic, lui, sera prononcé demain. Vous écouterez Oron Chagril. Il avait 19 ans lorsque sa mère a été assassiné en octobre 1980. Il témoigne au micro de Laurence Goldman. Voilà donc pour le programme de cette heure d'info que l'on débute par l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce jeudi, Margot. Des soldats israéliens opposés à la réforme judiciaire appellent à ne pas manifester pendant Yom HaZikaron la semaine prochaine. En France, Emmanuel Macron est aujourd'hui en déplacement dans l'Hérault au sujet de l'éducation. Enfin, du foot avec la suite et la fin des quarts de finale hier soir de Ligue des Champions. Alors que demain se déroulera le dernier jour du Ramadan, le niveau d'alerte est toujours très élevé en Israël. Le jeune adolescent de 15 ans qui a ouvert le feu à Jérusalem mardi sur 2 Israéliens qui se trouvaient dans leur véhicule a été arrêté. Les détails avec notre correspondant Gérard Benamou pour RCJ. Il a fallu moins de 2 jours au service de renseignement et à la police pour retrouver sa trace à Jenin, où il était retourné tranquillement à l'école après son attaque mardi matin qui se voulait meurtrière. Il a tiré à bout portant sur le véhicule où se trouvaient les 2 Israéliens dans le quartier de Cher-Jarrah à Jérusalem-Est. L'arme qui a été apparemment utilisée lors de l'attentat, une mitraillette artisanale de type Carlo, a été retrouvée par les agents à proximité de l'attaque. Ce secteur de Jérusalem connaît de fortes tensions depuis quelques années. Des nationalistes juifs cherchent à expulser des résidents palestiniens de Cher-Jarrah dans des batailles juridiques qui durent depuis des décennies. Il apparaît que ce jeune terroriste qui était en possession d'une arme automatique avait pénétré dans Jérusalem et bénéficié d'un encadrement terroriste certainement pour perpétrer un crime. Les 2 blessés israéliens ont pu regagner leur domicile. Des soldats israéliens opposés à la réforme judiciaire appellent à ne pas manifester pendant la journée du souvenir de Yom HaZikaron. Ça sera mardi prochain. Certaines familles de victimes ont également demandé aux hommes politiques de ne pas assister aux cérémonies de lundi et de mardi prochains qui auront lieu dans les cimetières pour éviter tout incident qui pourrait nuire au déroulement des commémorations. Pour rappel, cette journée du souvenir rend chaque année hommage aux soldats tombés au combat et aux victimes du terrorisme. Hier à Varsovie avait lieu donc une cérémonie en hommage donc au 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes. Il était le premier chef d'État allemand à prononcer un discours devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie, une cérémonie à laquelle son homologue israélien Yitzhak Herzog a également assisté. Je me tiens ici en ces moments sacrés, en un lieu où des branches entières de notre peuple ont été abattues, détruites, torturées et exterminées, en un lieu où l'espoir et la foi des Juifs ont été confrontés à des défis tels que l'humanité n'en avait jamais connus. Et je ne peux m'empêcher d'imaginer les filles et les fils de mon peuple bien-aimés et agréables dans leur vie et jamais divisés dans leur mort, comme il est dit dans le livre de Samuel 2. Et j'imagine qu'ils auraient dit ce qu'ils auraient pensé si en ces heures sombres, dans la puanteur des égouts et des caves étouffantes, face au canon des fusils et des chars, quelqu'un leur avait chuchoté à l'oreille que 80 ans plus tard, nous, les présidents de Pologne, d'Israël et d'Allemagne, serions ici pour saluer leur héroïsme et prêter ensemble un serment éternel à leur mémoire sacrée, un serment dont le noyau est singulier. Plus jamais ça.
Isra Herzog, donc avec la traduction de nos confrères de chez i24 News. Benyamin Netanyahou met en garde l'Arabie Saoudite à propos de l'Iran. Cela fait suite au rétablissement le mois dernier des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, un rétablissement qui s'est fait sous l'égide de la Chine. Or, d'après le Premier ministre israélien, 95% des problèmes au Moyen-Orient émanent de Téhéran, mais il appelle aussi à un plus grand engagement des États-Unis dans la région. La guerre en Ukraine avec un flash observé dans le ciel de Kiev hier et qui sème la confusion. Il s'agissait d'après les informations initiales des conséquences de la chute d'un satellite de la NASA sur la Terre. Une information toutefois démentie par la NASA elle-même. L'origine du flash reste donc pour l'heure inconnue. L'armée ukrainienne affirme qu'elle n'est pas due à l'utilisation d'une arme. Dans l'actualité internationale, les combats continuent de faire rage au Soudan. Depuis samedi, plus de 270 civils ont été tués, mais il s'agit d'un bilan provisoire tant les hôpitaux sont ravagés et la capitale, Khartoum, privée d'électricité. Une quinzaine d'ambassades, dont les États-Unis, l'Union européenne et la Norvège, appellent à cesser immédiatement et sans condition les hostilités. Et on en parlera plus en détail dans votre matinale demain. Margot Siffer, au moins 85 morts et plus de 222 blessés dans une bousculade à Sanaa, au Yémen, ce matin. Il s'agit de l'une des bousculades les plus meurtrières de ces 10 dernières années au Yémen. Elle s'est produite lors d'une action caritative dans la capitale qui se trouve aux mains des rebelles. Ce chiffre maintenant, alors que la semaine de la vaccination débute la semaine prochaine, l'UNICEF nous apprend que 67 millions d'enfants ont été privés, au moins partiellement, de vaccins à cause du Covid. La couverture vaccinale est en baisse dans 112 pays. Le taux de vaccination infantile dans le monde a également chuté de 5 points entre 2019 et 2021 pour s'établir à 81%, soit un niveau jamais vu depuis 2008. Après une journée agitée en Alsace hier, Emmanuel Macron poursuit sa tournée aujourd'hui avec un déplacement dans l'Hérault. Le chef de l'État est arrivé en fin de matinée dans un collège à 1 heure de Montpellier. Il s'entretiendra avec des profs, des élèves et des parents d'élèves. L'objectif, changer l'école française pour qu'elle devienne l'une des meilleures d'Europe. Emmanuel Macron est accompagné pour l'occasion du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, et de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il propose de supprimer les retraits de points pour les petits excès de vitesse. Ceux inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points, une mesure qui prendra effet à compter du 1er janvier prochain et qui est qualifiée de bon sens par Gérald Darmanin lui-même. Je suis élu d'un territoire où je croise sans cesse des femmes et des hommes qui m'expliquent qu'ils font 30-40 km le matin pour aller travailler, 30-40 km le soir pour revenir travailler, qui vont chercher leurs enfants à l'école et qui passent, j'ai un exemple d'une dame par exemple à Tourcoing, devant 10 radars automatiques chaque jour pour aller travailler. Et cette dame respecte le code de la route. Il lui arrive que, cependant, lorsque 5 fois par semaine, vous passez devant 10 radars automatiques, vous avez une chance assez forte d'être un tout petit peu plus au-dessus de la vitesse autorisée. On n'est pas là pour retirer les points, les permis ou les amendes des très grands personnes qui font des excès de vitesse très important. On est là pour parler des gens du quotidien qui font de petites accartades de quelques kilomètres à l'heure dans des conditions de répétition des trajets, notamment des trajets du travail. Et de son côté, la Ligue contre la violence routière dit craindre au contraire un relâchement des comportements ainsi que davantage de morts et de blessés sur les routes. Journée de la colère cheminote aujourd'hui à la SNCF contre la réforme des retraites. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF appellent donc à la grève, et cela à la veille des vacances scolaires pour les régions parisiennes et occitanes et d'un week-end de chassés-croisés dans les autres zones qui sont déjà en congé. Il s'agit d'après eux de se préparer aux manifestations du 1er mai prochain. Le mémorial de la Shoah met en lumière à compter d'aujourd'hui jusqu'au 24 février prochain la musique dans les camps nazis. L'exposition permettra d'entendre les musiques qui ont résonné dans les camps de concentration et, plus étonnant encore, dans les centres de mise à mort. Seront aussi exposés une série d'objets qui témoignent de la vie musicale qui a existé dans les camps, comme des carnets de notes, mais aussi une contrebasse artisanale qui avait été construite à Mauthausen. Et puis, on termine avec du sport, la suite et la fin des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était hier soir. Manchester City a validé comme attendu son ticket pour les demi-finales et
cela malgré le match nul d'hier soir 1-1 sur la pelouse du Bayern Munich. L'Inter Milan s'est également qualifié après là aussi un match nul 3-3 face au Benfica. Prochaine rencontre, l'Inter Milan face à l'AC Milan et Manchester City contre le Real Madrid pour une place en finale. Merci Margot Siffer. On va maintenant prendre la direction du Palais de Justice de Paris pour y retrouver Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Rudy. L'heure est donc au réquisitoire au procès donc de cet attentat de la rue Copernic, avec la parole ce matin aux avocats généraux avant le verdict attendu donc demain en fin de journée sur place. Oui, depuis 9h ce matin, la Cour entend les réquisitions des 2 avocats généraux qui portent la voix de l'accusation. L'audience est d'ailleurs toujours en cours. C'est Benjamin Chambre qui a pris la parole ce matin dans un silence solennel. Il est revenu sur la longueur insupportable de cette procédure, près de 43 ans, rendant hommage à l'opiniâtreté des enquêteurs, des magistrats et des avocats qui ont rendu possible ce procès. Celui du premier attentat antisémite de l'après-guerre, prélude d'une longue série d'attaques terroristes qui ont frappé la France et la communauté juive. Et il rappelle que les attentats antisémites commis en Europe dans les années 70 et 80 sont tous le fait de factions terroristes palestiniennes. L'attentat aveugle de la rue Copernic, dit-il, n'est pas le fait du groupe Abu Nidal, comme veut nous le faire croire la défense, mais bien celui du FPLP, Opération Spéciale. Dire que le FPLP n'a jamais commis d'acte antisémite est une réécriture de l'histoire. Au passage, le magistrat revient sur les allégations de la défense. Israël aurait eu intérêt à faire accuser le FPLP et donc Hassan Diab. Le rapport de la DST de 99 est très clair, rappelle l'avocat général. Le FPLP est derrière l'attentat de la rue Copernic. Ces informations sont le fruit direct du travail des agents français, non de celui de services extérieurs et en aucun cas celui des Israéliens. Alors le réquisitoire n'est pas terminé. Quels sont les autres éléments qui ont été mis en avant par le premier avocat général ? Ce procès de la rue Copernic est un signal fort envoyé à la société et à ceux qui veulent la terroriser, a rappelé Benjamin Chambre. La France continuera à traquer tous ceux qui l'attaquent. Ils doivent savoir qu'ils ne finiront pas leur jour impunément. Le magistrat évoque ensuite le box vide. L'accusé a refusé de venir à son procès. Il est jugé par défaut. Si l'attentat aveugle a été réalisé sous le sceau de la lâcheté, déclare l'avocat général, l'absence de Diab à cette audience est une infamie. Et il souligne que l'universitaire d'Ottawa est très actif au Canada, menant une campagne médiatique à cause d'interviews et de tribunes soutenue par Amnesty International, une campagne habilement orchestrée qui tente d'imposer le mythe d'un procès inéquitable, n'hésitant pas à comparer Diab au capitaine Dreyfus. Si le silence était son droit, assène le magistrat, sa présence à ce procès était son devoir. Ne vous y trompez pas, cette absence relève d'une stratégie, dit-il. Elle lui évite la confrontation directe avec les témoins qui l'ont désigné sans jamais se tromper sur des photos. Et il ajoute, notre intime conviction et la responsabilité d'Hassan Diab dans cet attentat odieux, il a été un opérationnel du FPLP-OS. Merci Laurence Goldman. Nous allons maintenant écouter un témoignage d'Oron Chagrir. Il fêtait ses 19 ans à Jérusalem ce 3 octobre 1980 lorsqu'une bombe a explosé devant la synagogue de la rue Copernic à Paris. Sa mère, Alisa, était en vacances à Paris et elle figure au nombre donc des 4 victimes. 43 ans après les faits, Aurore Chagrir est venue témoigner au procès de cet attentat antisémite qui se tient actuellement donc à Paris. Laurence Goldman, vous l'avez rencontré plus tôt dans la semaine. On écoute son témoignage. Oron Chagrir, pourquoi était-il si important pour vous d'assister à ce procès à Paris ? Eh bien, vous savez, nous attendons la justice depuis plus de 40 ans. Et maintenant, nous attendons depuis plus de 15 ans pour ce procès spécifique. C'est donc un grand événement pour notre famille qu'après tant d'années, nous puissions peut-être voir le début de la justice ici. Je regrette que mon père, qui est décédé il y a 7 ans, n'ait pu assister à ce procès.
Quels sont vos souvenirs de cette journée, ce 3 octobre 1980 ? Vous étiez en Israël. J'étais un jeune soldat de l'armée israélienne et j'étais en vacances. En fait, c'était mon anniversaire, mon 19e anniversaire. J'étais avec des amis et je me souviens qu'ils sont venus me raconter ce terrible événement et ce fut bien sûr un choc total. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose puisse nous arriver. Aliza Chagrir, votre mère était une citoyenne israélienne. Elle a été tuée devant une synagogue à Paris. Des Juifs et des Israéliens frappés le même jour à Paris. Quel est le symbole ? Qu'est-ce que vous voulez dire par même destin ? Le même destin pour la communauté juive en dehors d'Israël et le peuple israélien. Oui, bien sûr. Je veux dire que nous sommes le même peuple. Donc nous avons le même destin. Bien sûr, pour ma mère, c'était un destin très cruel parce qu'elle vivait en Israël avec de nombreuses attaques terroristes. Et elle est venue à Paris en tant que touriste pour se détendre un peu. Et elle ne savait pas qu'il y avait une synagogue là-bas. Elle est juste passée en marchant dans la rue. Que pouvez-vous nous dire sur votre mère, Aliza Chagrir ? Quelle femme était-elle ? Elle était très joyeuse, elle avait des opinions bien arrêtées, elle était très déterminée et elle était monteuse de films. Elle aimait son travail, elle travaillait très dur et c'est vraiment une mère formidable et oui, c'est une perte énorme. Au cours de ces 43 dernières années, que saviez-vous de l'enquête policière qui se poursuivait en France au sujet de cet attentat ? Oui, je pense que c'est une question compliquée. Je pense que je ne connais pas beaucoup de détails sur les coulisses de cette affaire. Je pense qu'au début, les Israéliens ont été plus actifs dans l'enquête. Le Mossad israélien, ce sont eux qui ont identifié les poseurs de bombes comme n'appartenant pas à l'extrême droite, ici en France, mais comme étant un groupe libanais appartenant au Front populaire. Lebanese group from belonging to the Popular Front. Mais je pense qu'à un moment donné, les choses sont allées dans l'autre sens. Les Israéliens étaient occupés par d'autres choses. De nouvelles personnes sont arrivées et ils ont oublié cet attentat. Et puis les Français ont commencé à s'intéresser de plus près à cette affaire. Je dois bien sûr féliciter le juge Trévidic qui a ouvert l'enquête et qui s'est montré très déterminé à cet égard. Nous avons même été surpris qu'il soit si déterminé et qu'il travaille si dur pour amener les personnes qui se sont engagées dans l'incident. L'attaque terroriste a essayé de... Le coupable présumé n'est pas ici, à Paris, dans ce tribunal, à l'occasion de ce procès. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, Oron Chagrir ? Oui, bien sûr. Il est vraiment dommage qu'il ne soit pas ici. Surtout qu'il a fallu, je crois, environ 7 ans pour l'extrader du Canada. Il était donc déjà ici. Alors oui, c'est très regrettable qu'il ne soit pas ici à Paris et dans la salle d'audience. Il aurait dû être ici, sans aucun doute. Dernière question, Oron Chagrir. Est-ce que les médias israéliens s'intéressent à ce procès qui se tient à Paris ? Est-ce qu'ils en parlent ? Pas autant qu'en France. Mais oui, je pense que oui. Beaucoup d'années ont passé et les Israéliens ont d'autres choses en tête, d'autres attentats.
Mais ici en France, je dirais qu'il y a quelques articles dans les journaux, mais ce n'est pas comme ici. Ici en France, cette attaque est quelque chose de symbolique et c'est un grand traumatisme pour la communauté juive. On en voit donc l'impact aujourd'hui encore. Merci Oron Chagrir d'avoir répondu aux questions du RCJ. Voilà. Je vous remercie. Voilà donc pour ce témoignage et donc le verdict sera rendu demain, on en parlera très en détail, donc ce sera demain en fin de journée, on en parlera dans la matinale info évidemment dès lundi matin. Dans un instant dans ce RCJ Midi, dernier volet donc de notre semaine spéciale consacrée au 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie, vous écouterez un reportage réalisé hier au mémorial de la Shoah où une cérémonie était organisée et puis nous nous entretiendrons avec l'historien spécialiste de la Pologne Jean-Charles Chourek. Il était avec nous en début de semaine, il va clore également cette semaine, on évoquera avec lui l'après, le destin des Juifs polonais de 1945 à 1968. A tout de suite. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Le Centre d'art et de culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Expositions, lectures, projections, théâtre, concerts, rencontres avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. 1945-1968 avec notre invité, l'historien Jean-Charles Chourek. On va revenir sur la cérémonie organisée hier au mémorial de la Shoah à Paris. Un reportage de Benjamin Massé. Ne jamais oublier les héros du ghetto, 80 ans après, sur le parvis du mémorial, on retrouvait hier, en plus des survivants du ghetto de Varsovie et des enfants cachés, près de 200 personnes pour écouter Éric de Rothschild, président du mémorial de la Shoah. Lui-même était surpris de voir autant de monde. C'est magnifique que notre communauté, 80 ans après, soit aussi nombreuse pour venir célébrer et rappeler cet épisode magnifique dans toutes les horreurs de la Shoah. C'est un moment, je dirais, c'est un moment de gloire et un moment particulièrement important. S'enchaînent ensuite les lectures. Jonathan Arfi, Patrick Lugman ou encore Larissa Quin se succèdent au pupitre pour témoigner de la vie dans le ghetto ou honorer ceux qui se sont battus contre l'oppression allemande. Ce que nous retenons de Mordechai Anilevitch et de ses camarades, membres de la Shomer Hatzaïr ou d'autres mouvements d'obédience différentes, de gauche ou de droite, c'est leur détermination, leur décision de ne pas mourir dans le noir d'une chambre à gaz de Treblinka. C'est leur absolue volonté de tenter de faire entendre le cri de la révolte par-delà les murs du ghetto de Varsovie. Mais alors pourquoi se remémorer ce soulèvement du ghetto de Varsovie ? Pour le président du CRIF, la réponse est claire, c'est principalement pour casser les idées reçues sur le comportement des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le soulèvement du ghetto de Varsovie vient répondre à une idée reçue, celle que les Juifs se seraient laissés conduire docilement à l'abattoir, qu'au fond il n'y aurait pas eu de résistance. L'histoire du ghetto de Varsovie témoigne qu'il y a eu 1000 manières de résister à l'oppression nazie, 1000 manières de résister à l'extermination. Il y a bien sûr eu la résistance armée, on l'a vu dans le ghetto, mais il y a eu aussi la résistance intellectuelle, la résistance spirituelle. On a parlé des figures de Janusz Korczak, on a parlé des figures d'Emmanuel Ringelblut.
qui à leur manière aussi ont résisté. Et nous avons voulu dans cette cérémonie des 80 ans illustrer toutes ces manières où la résistance juive s'est incarnée pendant la Shoah. Cette commémoration des 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie s'accompagne d'une exposition temporaire visible au Mémorial de la Shoah jusqu'au mois d'août prochain. Et nous sommes maintenant en présence du politologue et historien Jean-Charles Chourek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Pologne et des relations judéo-polonaises et notamment auteur de La Pologne, les Juifs et le communisme. C'était aux éditions Michel Oudiard. On va avec vous évoquer l'après-guerre, au lendemain de la Shoah. Qu'en est-il de la population juive polonaise ? 3 millions de morts, 90% de cette population décimée par la Shoah. Qui revient à Varsovie notamment, et dans quelles conditions ? Ceux qui reviennent d'abord sont ceux qui ont réussi à fuir l'avancée allemande de septembre 1939 et qui ont rejoint l'Union soviétique. C'est eux qui sont les principaux survivants. C'est surtout des jeunes, c'est souvent des gens qui ont abandonné leurs parents, pas pour les abandonner, mais parce que ils ont fui vers l'Union soviétique. Et reviennent environ en 1945-46 250 000 personnes d'Union soviétique. Ce sont les principaux survivants. Environ 30, 40, 50 000, on ne sait pas très bien, survivants sont ceux qui ont réussi à survivre dans les campagnes polonaises ou dans les villes, à Varsovie, à Cracovie, enfin dans les grandes villes, dans les bunkers, dans les forêts, parmi les partisans, cachés chez des paysans. Il va y avoir environ 30, 40 000 personnes, 50 000, encore une fois, on ne sait pas trop le chiffre. Et puis ceux qui sont revenus aussi, qui étaient... hors de Pologne, hors des frontières polonaises, qui étaient par exemple dans des prisons allemandes en Allemagne ou dans des camps de concentration. Il y a eu des juifs dans les camps de concentration allemands qui sont revenus des camps de concentration. Il y a eu aussi ça. En gros, ça fait quelque chose comme 300 000 personnes. Qui sont les rares survivants du ghetto de Varsovie et les survivants du ghetto et les survivants de la révolte du ghetto ? Alors, les survivants de la révolte du ghetto, il y en a eu un certain nombre, quelques dizaines, je ne peux pas vous dire exactement le chiffre, là, maintenant, mais il y a eu le dernier commandant de cette insurrection, Marek Edelman, qui était bundiste, donc qui était adhérent de ce parti ouvrier, et a quitté le ghetto par les canaux. Il y avait parmi eux aussi un fameux combattant du ghetto qui s'appelait Simcha Roten en version hébreu, parce qu'il a rejoint, il est parti pour Israël après, son nom est devenu Simcha Roten, mais dans le ghetto, il était kajik. Il clôt le film Shoah de Claude Lanzmann. C'est donc une figure importante. Donc il y a eu un certain nombre de combattants qui ont réussi à quitter le ghetto ou qui l'avaient quitté avant. Donc il y avait déjà. Donc il y a eu un certain nombre de gens qui étaient en dehors du ghetto. Et puis il y avait on a pu quitter le ghetto avant l'insurrection aussi. Donc c'est de là que viennent aussi des survivants du ghetto. Des survivants. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'était des enfants à l'époque, mais il y en a encore. Alors, un autre épisode important de l'immédiat après-guerre sera le pogrom de Kielce. Nous sommes le 4 juillet 1946. Que se passe-t-il ce jour-là ? Oui, c'est un très grave événement. Les survivants reviennent en Pologne, les survivants reviennent d'Union soviétique dans des trains. Et cette époque de la Pologne qui démarre à la fin 44 jusqu'à la fin des années 40, 48, 49, 50, même 51 et 52, c'est une période de guerre civile. Une partie des combattants nationalistes n'acceptent pas de rendre les armes et rejoignent des maquis et s'attaquent aux Juifs aussi. Et s'attaquent aux Juifs, et donc les trains sont systématiquement attaqués, et il y a entre 1000 et 2000 personnes, 2000 Juifs, qui dans ces trains sont débarqués et assassinés. Et à Kielce, dans cette ville du centre de la Pologne, se trouve un bâtiment de survivants qui
se soumet, je ne vais pas vous raconter en détail le pogrom parce que c'est quelque chose d'assez long mais assez grave quand même. Ça vaut le coup de lire le livre de Jan Gross, La peur, où le pogrom est détaillé très précisément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le bruit d'un meurtre rituel, d'un petit enfant juif polonais qui avait disparu, tué pour les besoins du meurtre rituel par du sang juif, et donc par les juifs de cette ville de Kielce. C'est cette rumeur qui s'est avérée bien sûr complètement infondée, comme toutes les rumeurs relatives au meurtre rituel, qui fait qu'une foule s'amasse devant ce bâtiment et envahit le bâtiment, supposément protégé par la police et par l'armée, mais en fait, la police et l'armée mettent la main à la pâte. Donc c'est un pogrom épouvantable avec 42 morts, des blessés, et ça traduit la mentalité de cette Pologne profonde qui croyait encore au meurtre rituel. On en revient aux racines de l'antisémitisme. Et par la suite, le régime communiste va s'installer en Pologne et lui aussi va charrier un certain antisémitisme. Oui, il va charrier un certain antisémitisme. Il y a notamment des fractions du Parti communiste qui, à un moment donné, se met une fraction qui met la cause antisémite comme principale cause de la Pologne communiste et qui va s'attaquer aux juifs essentiellement communistes, c'est-à-dire aux juifs de leur parti, à leurs sympathisants, et cela va produire d'abord une vague d'antisémitisme en 1956, mais surtout en 1968. En 1968, cette fraction du Parti communiste accuse les juifs de Pologne de déloyauté et de constituer une cinquième colonne, c'est ce qu'a dit le principal dirigeant polonais à l'époque, Gomulka, de former une cinquième colonne qui mine les fondements de l'État communiste polonais. C'était dit dans le contexte de la guerre des 6 jours, où effectivement les Juifs de Pologne avaient marqué leur approbation de la conduite des armées d'Israël, mais pas que les Juifs. La Pologne la Pologne non juive aussi avait applaudi aux victoires de l'armée d'Israël par profond antisoviétisme. Voyant que les soviétiques étaient du côté de l'Égypte, ils s'étaient mis du côté d'Israël. Eh bien, tout ça nous amène aux questions contemporaines. La semaine dernière, il y a eu un accord entre Israël et la Pologne sur l'enseignement de la Shoah aux jeunes Israéliens qui vont visiter les lieux de mémoire en Pologne. La Pologne a exigé qu'il y ait désormais des lieux de mémoire polonais non juifs qui soient visités par les jeunes Israéliens. Il y a une querelle depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, on va dire, et depuis l'arrivée du parti ultra-conservateur PiS au pouvoir, il y a en Pologne ce débat sur la réécriture de l'histoire ou la manière dont les Polonais regardent leur histoire. Pourquoi ont-ils autant de mal à regarder leur histoire en face ? Alors il faut le dire rapidement. Il faut dire que les communistes, durant la période communiste, durant 45 ans, avaient minimisé, pour ne pas dire mis de côté, peut-être nié, la participation de populations polonaises à la Shoah. Ou quand elle l'avait reconnu, elle l'avait toujours traduit en des termes de marginaux sociaux. C'était des marginaux sociaux qui étaient les responsables de ces crimes. Ce n'étaient pas des Polonais nobles, si je puis dire, entre guillemets. Et à la chute du mur, les bouches s'ouvrent et tout le monde s'intéresse au passé juif. Il y a un grand engouement, y compris encore jusqu'à aujourd'hui, un grand engouement en Pologne pour le passé juif. Et dans ce contexte-là, naît une nouvelle école d'historiens polonais, qui sont mes collègues, et qui ont fait un travail remarquable. Ils ont créé une revue qui vaut les revues mondiales. Ils en sont à leur 17e numéro annuel, qui s'appelle « Extermination des Juifs » tout simplement, et qui met en lumière la participation de Polonais à la Shoah. Cela a été accepté pendant 10 ans, mais quand est venu au pouvoir le parti Droit et Justice actuel, cette image-là, ce constat-là, il ne l'a pas accepté.
Il n'a pas supporté. Et ils en sont revenus, en quelque sorte, à la période historiographique communiste où on glorifiait d'une certaine façon les Polonais, ce que faisaient les communistes. Donc eux, ils ont fait la même chose et ils font la même chose, ils glorifient cela. Et quand il y a eu, en 2018, une loi qui criminalisait, ça a existé en 2018, une loi qui criminalisait les recherches menées par les historiens qui imputaient dans le texte l'idée que ce sont des Polonais qui seraient cause de la Shoah. Ils ont promulgué une loi pour le dénoncer et ça a provoqué un tollé au niveau mondial, en Israël, aux États-Unis. Et ils ont retiré la loi. Mais cela s'est soldé par une déclaration commune des deux premiers ministres sur l'histoire, dans laquelle le premier ministre israélien de l'époque, Netanyahou, s'engageait à respecter une certaine raison historique polonaise. Et aujourd'hui, on le voit, ça se maintient, cela se continue par cette demande faite par les autorités polonaises qui avaient suspendu avec les Israéliens la venue des écoliers polonais. Et maintenant, ils demandent que, oui, d'accord, venez, mais si vous venez, ne venez pas seulement voir les camps de concentration, venez voir aussi les lieux où les Polonais ont sauvé des Juifs. Ce qui est quand même un pur scandale, parce que c'est une manière de diriger les délégations des jeunes Israéliens. Dernière question, qu'en est-il aujourd'hui de l'antisémitisme en Pologne, du sentiment antisémite? Est-ce qu'il est plus élevé que dans le reste de l'Europe? Oui. Si vous regardez, il y a une étude, une analyse régulière sociologique sur le degré d'antisémitisme dans chaque pays. Les Polonais sont toujours les plus hauts. C'est-à-dire qu'ils charrient le plus les opinions antisémites par rapport à d'autres pays. Mais quand vous regardez ce classement, la France n'est pas très loin par rapport aux Polonais. Et honnêtement, ce qu'on peut dire, c'est que je crois qu'il y a quand même plus d'antisémitisme en France qu'en Pologne aujourd'hui. Bien, merci Jean-Charles Chourec. Ça sera le mot de la fin. Et justement, si vous voulez vous intéresser de plus près à cette nouvelle école polonaise d'études de la Shoah, il y a un livre que vous avez co-dirigé sur le sujet qui s'appelle justement la nouvelle école polonaise d'études de la Shoah. D'histoire de la Shoah. Merci à vous de nous avoir éclairé tout au long de cette semaine, Jean-Charles Chourec. Merci. Merci à vous. Dans un instant, nous écouterons un témoignage recueilli à Varsovie. Alexandre Kaplan est d'origine juive polonaise. Durant la Shoah, sa famille s'est réfugiée en Lituanie, il y est né. Ils sont revenus en Pologne après la guerre. On l'écoutera dans un instant. RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. RCJ. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. Vous aimez les livres, les mots, les histoires? Alors je vous donne rendez-vous chaque mardi pour écouter mon émission Postface et découvrir des écrivains, des écrivaines qui viendront parler de leurs livres avec passion. RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Dernier volet de notre série d'émissions spéciales. Place maintenant à un témoignage, celui d'Alexandre Kaplan. Il est d'origine juive polonaise. Durant la Shoah, sa famille s'est réfugiée en Lituanie, où il est né. Ils sont ensuite revenus en Pologne après la guerre. Il est un militant de la mémoire depuis. Je l'ai rencontré hier à Varsovie en marge des cérémonies. Alors, on sait qu'en 1946, en Pologne, vit à peu près 240 000 juifs, dont 190 000 sont venus justement de l'Union soviétique, qui ont eu la chance d'être sauvés sur le territoire de l'Union soviétique. Et alors commence petit à petit l'exode. Parce que les gens cherchent la famille. Or,
aucun de nous n'a de la famille. Je veux dire, la famille est tellement rare que, par exemple, dans mon école, dans ma classe, je crois qu'on devait avoir 2 grands-pères. Et je sais qu'on allait voir l'un de ses grands-pères pour savoir ce que c'est qu'un grand-père. On n'avait ni tante, ni oncle, ni rien. Chacun a survécu tout seul. Rares étaient les familles, peut-être il y en avait 1 ou 2 familles qui ont été sauvées en entier, mais la plupart de temps, non. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens cherchent la famille. Alors, ceux qui avaient de la famille en Palestine essayent de rejoindre la Palestine. Ceux qui avaient aux États-Unis allaient aux États-Unis. Mais bien souvent, il y a eu des cas où les gens n'avaient pas de famille, alors ils restaient dans les camps à attendre un garant qui puisse les inviter, qui se porte garant pour eux. Et l'exemple est dans ma classe. Quand j'arrive dans mon école, il y a de mon âge, il y a 2 classes de 36 personnes. Quand je quitte, c'est en terminale, je quitte en terminale à la Pologne, il n'y avait plus que 14 personnes, une seule classe de 14 personnes. Donc petit à petit, les gens réussissent à partir. Mais c'est difficile de partir. Ça veut dire que vous trahissez votre patrie. C'était le concept communiste. Ah non, vous ne pouvez pas... Et donc mes parents, ma mère a retrouvé son frère qui habitait à Toulouse. Alors, en 61, elle trouve son frère. Mais il est absolument impossible de quitter la Pologne. Il nous empêche de partir. Il ne vous délivre pas de passeport. Et à chaque fois, des prétextes différents. Ah, votre nom était mal orthographié, vous voyez, par exemple, voilà. Ou alors, non, écoutez, le passeport qui a été délivré, il n'est pas valide. Donc, on sera obligé d'en refaire un autre. Revenez la semaine prochaine. Et puis, voilà. 8 ans comme ça. Cette histoire a duré 8 ans. Jusqu'à un jour, on reçoit l'autorisation de joindre la famille. C'était dans le cadre des accords de Genève. Mais, moi, je devais finir mes études, donc je devais revenir. Mes parents sont venus en France, ils sont installés à Toulouse d'abord, à Paris ensuite. Et moi, je dois repartir. Et c'est juste au moment de la guerre de 6 jours que tout change. Il y avait toujours un antisémitisme latent. J'allais à l'école, on se battait avec les non-juifs qui criaient le juifto, juifto, juifto. Donc on balançait des pierres, on se bagarrait avec eux. C'était assez souvent. Mais on ne ressentait pas, on n'entendait pas dans la presse de l'antisémitisme. C'était dans la rue, mais il n'y avait pas d'antisémitisme gouvernemental. Donc la guerre de 6 jours fait qu'il y a un changement radical qui s'est produit en Pologne. C'est le revirement de la politique des pays socialistes, où le juif devient l'israélien, et par conséquent le juif devient l'ennemi. Et il commence, fin 67, il y a eu une pièce de théâtre à Varsovie qui est jouée, une pièce classique, c'était Dia de Mickiewicz, c'est une pièce classique. Et il y a une phrase là-dedans, à bas les moscovites. Et les étudiants se lèvent et tout le monde crie à bas les moscovites. La pièce est arrêtée, il y a des gens qui sont arrêtés, ça donne un mouvement étudiant. Et en 68, début 68, il y a un grand mouvement, d'ailleurs un petit peu comme chez nous en 68, un peu plus tard, il y a un grand mouvement d'étudiants. Et alors là, il faut trouver les coupables. C'est qui les coupables ? C'est les coupables, on le sait, on les connaît, c'est les Juifs. Et alors, il y a le discours du premier secrétaire de parti qui traite les Juifs d'un peuple, 5e colonne, etc., etc. Et finalement, on dit aux Juifs, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester. Sauf que
les pensions de retraite sont supprimées, le travail, vous faites licencier, mais il n'y a pas de problème, vous restez là, voyons voir. Ah, si vous voulez partir, alors là, il faut rendre votre nationalité polonaise. Alors là, si vous voulez quitter la mère patrie, il faut vous débarrasser de la nationalité. Ça, vous ne pouvez pas partir avec. C'est donc pour ça qu'on parle d'expulsion. Et c'est pour ça qu'on parle d'expulsion, exactement. Alors, on entend des bien-pensants dire « Ah, ben, il y aura plus d'appartements ». Puisque les appartements vont être vides, alors on n'a plus de problème pour avoir... En ce temps-là, il y a un grand problème d'appartements. C'est pas loin, la guerre n'est pas loin, elle est dans le souvenir de tout le monde. Les villes ont été complètement détruites, donc petit à petit, c'est reconstruit, mais il y a toujours le problème de logement. Alors là, c'est une aubaine, voyons voir. Là, on aura plein de logements, n'est-ce pas ? Et donc il y en a qui disent ça. J'ai des copains qui me disaient ça, qui habitaient dans le même bâtiment que moi. Après les vacances, je dois rentrer. Ma mère me dit « Est-ce que tu rentres ?» Je dis « Écoute, c'est peut-être pas une bonne idée. Je ne sens pas, je sens un revirement. » J'étais jeune, j'avais 17 ans. Elle m'a dit « Bon, bah reste là. » Et bien m'en a pris parce que j'ai des copains qui ont été emprisonnés, qui ont été mis à l'armée dans les divisions carcérales. Je veux dire, ils ont vraiment souffert. Et puis, je pensais que je ne les reverrais plus, qu'ils vont rester derrière le rideau de fer. Et finalement, ils ont eu la chance énorme. On leur a dit, bah écoutez, dehors. On est aujourd'hui en 2023, on est ici à Varsovie. Pourquoi vous avez dédié une partie de votre engagement, de votre vie à raconter cette histoire ? Écoutez, nous, déjà, vous savez, quand on était en Pologne, Joint a financé des colonies de vacances pour les enfants. Et donc, toute une communauté juive s'est retrouvée dans ces colonies de vacances. Eh bien, on se retrouve toujours en Israël, tous les 3 ans. Les Juifs qui ont été obligés de quitter la Pologne, qui ont immigré dans le monde entier. Il y en a partout, en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Afrique du Sud, il y en a partout. Eh bien, on vient tous les 3 ans en Israël se retrouver là, et ça dure depuis... La première fois, c'était en 89, et depuis 89, on se retrouve toujours en Israël. Généralement, c'était à Ashkelon, mais bon, on a fait d'autres villes, etc. Et tout le monde vient, et on a une grande... si vous voulez, étant donné qu'on n'avait pas de famille, on n'avait pas de frères, sœurs, oncles, tantes, nos parents étaient seuls, ben la famille, c'était nous. C'est cette communauté-là, et on a gardé ça. Et aujourd'hui, quand je vais à New York, ou je vais à Varsovie, ou je vais à Sydney, ou n'importe où, quand je retrouve mes copains, ben c'est comme si on retrouvait la famille. Voilà. Donc on a ce sentiment-là, et on est tous liés justement par ce passé commun, par cette judaïté qui n'aurait pas dû exister, qui n'aurait pu dû exister. Alors, voilà. Vous en voulez à la Pologne ? Moi, la Pologne, non, on ne peut pas. Alors, j'ai un enseignement absolument incroyable de Spielmann, vous savez, le pianiste. Je connais son fils, j'ai connu sa femme, et nos parents, ils n'en voulaient pas à des peuples. Ils en voulaient à des personnes concrètes qui ont commis des exactions. Nous, la deuxième génération, je pense qu'on est plus sévère que cette génération-là. Parce que quand on parle, par exemple, il y a à Paris, Madame Guta-Bozik, qui a témoigné ce dimanche, qui est une amie proche depuis longtemps, 96 ans, vous vous rendez compte, et la tête toute claire, extraordinaire. Et j'ai écrit son histoire. J'ai fait une interview, je le présentais ici. Je fais revenir à Varsovie, au bout de tant d'années, avec ses filles, pour leur montrer la baraque à Auschwitz dans laquelle elle était enfermée.
On a retrouvé la baraque, on était là. Donc, ces gens-là en veulent à des personnes concrètes. Nous, la deuxième génération, je pense qu'on est beaucoup plus sévère qu'eux-mêmes. Voilà donc pour ce témoignage. Suite et fin de cette semaine spéciale dans un instant avec un reportage à Varsovie au musée de la vie juive, le musée Pauline qui a inauguré hier une exposition sur la révolte du ghetto, mais du point de vue des civils. À tout de suite. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie, vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. Bonjour, c'est Philippe Lévy. Retrouvez-moi avec toute l'équipe de Noé pour la jeunesse dans le Lunch by Noé. 2 lundis par mois à 13h sur RCJ. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. On va clôturer cette émission et cette semaine avec un reportage réalisé hier à Varsovie au musée de la vie juive, le musée Pauline, qui a inauguré une exposition sur la révolte du ghetto, mais du point de vue des civils. Montage et récit, Églantine Delalleux. Une salle éclairée et une date, celle du 19 avril 1943. Le musée Pauline à Varsovie, le musée de l'histoire des Juifs polonais, a inauguré une exposition tournée autour de la vie dans les bunkers du ghetto de Varsovie. Pour la conservatrice Susanna Tchev-Kołacz, il était important de donner un point de vue inédit et peu abordé, celui des civils cachés pendant cette période. L'histoire des civils pendant le soulèvement du ghetto de Varsovie a été pendant de nombreuses années éclipsée par l'histoire de la résistance armée. Nous nous sommes battus avec la professeure Barbara Engelke, qui est l'auteure de ce concept, pour que l'exposition soit entièrement consacrée au destin des civils. Nous avons pensé qu'il était très important de raconter l'histoire des gens ordinaires qui se trouvaient dans le ghetto, de parler de leur vie pendant le soulèvement, de leur mort, parce que ces gens n'ont pas été inscrits dans la mémoire collective. D'autre part, raconter l'histoire de gens ordinaires en parlant de leurs sentiments, c'est un point de vue très personnel qui permet aux visiteurs d'être proches de ces personnes qui ont été dans des situations extrêmes. Au début de l'exposition, nous n'avions que des témoignages de juifs qui se trouvaient dans le ghetto pendant le soulèvement et des témoignages écrits immédiatement après la guerre. Pour nous, il était très important d'avoir une perspective temporelle très proche de l'époque du soulèvement. Plusieurs salles sombres dont certaines reconstituent symboliquement ces bunkers, mais ce que l'on voit surtout sont les photographies. Elles ont été prises par un pompier et des habitants de Varsovie. Le but, donner un point de vue extérieur du ghetto. Cette exposition s'inscrit dans le cadre des 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, un moment particulier pour les conservateurs de ce musée. C'est une date aussi spéciale parce que nous commençons à parler de l'histoire du soulèvement du point de vue des civils, ce qui est quelque chose de nouveau. La particularité de notre musée est qu'il se trouve au centre de l'ancien ghetto et qu'en dessous de nous, il y a encore des décombres, des vestiges de maisons, de banques. Presque toutes les habitations du ghetto pendant le soulèvement étaient souterraines. Nous sommes conscients que l'ensemble du site est un grand cimetière. Notre mission est de raconter cette histoire et de la présenter comme très liée à cet endroit. Cette histoire se déroule ici même, là où nous sommes, là où se trouve cette exposition. Et on va clôturer cette émission et cette semaine avec notre dessinatrice Grimbe. Bonjour Grimbe. Bonjour Rudy. Alors vous offrez chaque semaine aux auditrices et aux auditeurs de RCJ un dessin que l'on trouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook de RCJ. Un dessin toujours drôle, souvent féroce, mais pour cette semaine spéciale, votre dessin est simplement beau. Voilà, pour cette occasion émouvante, j'ai choisi de ne pas utiliser l'humour, mais de rendre un hommage plus solennel à ceux qui ont décidé, il y a 80 ans, de se révolter
et qui ont choisi de mourir l'arme à la main plutôt que dans un camp de concentration, avec un dessin qui représente un bouquet de jonquilles jaunes. La jonquille jaune, donc en souvenir de Marek Edelman, dernier commandant du soulèvement juif, qui a, jusqu'à sa mort en 2009, à chaque anniversaire de l'insurrection, déposé un bouquet de ces fleurs au pied du mémorial aux héros du ghetto. Et oui, effectivement, cette fleur qui fleurit au printemps et qui est le symbole de cette révolte du ghetto. Merci à vous, Grimbe, d'avoir conclu cette semaine, effectivement, avec ce dessin que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de RCJ. Merci et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine spéciale. Merci à la rédaction pour son travail, à la direction pour sa confiance et aux équipes de production, aux équipes techniques. Merci et surtout à celles et ceux qui ont témoigné sur notre antenne. Vous pourrez retrouver tout le contenu de cette semaine spéciale Ghetto de Varsovie dans la section RCJ Studio sur le site internet de RCJ. Demain matin, vous retrouverez Marc Gossiffer à 8h pour la matinale info. Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie.